Et vous êtes toujours, encore et pour une heure, sur Radio Libertaire, à la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission à racaille qui se consacre dès maintenant, tout de suite et sans attendre, à Jean Fautrier, un artiste assez inclassable, dont nous sommes allés voir l'exposition, la rétrospective au MAM avec ma camarade, et on vous en rapporte donc, pas seulement des impressions, mais aussi un texte tout de suite de Fautrier que ma camarade va vous lire. Ouais, donc nous on était les premiers, on était premiers sur le pont, l'exposition commençait vendredi, donc à 10h on était là devant les portes du musée d'art moderne pour arpenter les salles tout de suite, quoi, et pouvoir le rapporter. Alors on peut préciser que Fautrier avait une salle déjà dans les collections permanentes, donc c'est quelqu'un qui a fait une grande donation au musée d'art moderne, donc il est régulièrement exposé. Je crois que c'est la 3e rétrospective, il y en avait une en 89 et je crois qu'il y en a une en 64 quand il a fait sa grande donation, c'est l'année où il est décédé. Voilà, l'exposition s'appelle Matière et Lumière, donc ça nous a permis de nous replonger effectivement dans ce qu'il avait écrit, dans ce qu'on a écrit sur lui. Et là, j'ai le catalogue de l'expo de 1989, donc il y a pas mal de textes. Et il y a un texte justement de Jean Fautrier qui s'appelle « À chacun sa réalité ». Non seulement la réalité existe, mais en aucun cas elle ne doit être purement et simplement rejetée. Le geste de peindre n'est pas simplement le besoin d'étendre de la peinture sur une toile, et il faut bien admettre que le désir de s'exprimer, à l'origine, nous vient de la chose vue. Que cette réalité soit transformée, modelée à l'image du tempérament de l'artiste, que cette image finisse par devenir plus vraie que la réalité elle-même, soit, mais l'apparence subsiste toujours, même à un moindre degré. On a beau dire, il y a le vers de Cézanne, il y a le vers de Chardin, le vers lui-même n'existe pas, c'est là une petite gymnastique intelligente, mais en fait le vers existe autant chez l'un que chez l'autre, et sans vers du tout, il n'y aurait pas eu ces visions du vers. Du reste, à quoi servirait-il de rejeter cette réalité ? En matière d'art, tout ce qui vient d'elle, à condition qu'elle ne serve que de poussée initiale, paraît bien plus imaginatif, plus magique que tout ce qui la refuse systématiquement. S'il y a eu une ou deux trouvailles heureuses et authentiques, ces divertissements prétentieux, supportés par toute une littérature aussi obscure qu'inutile, qui se veulent entre guillemets informels et qui de force rejettent absolument toute trace de réel, finissent par ne nous donner que des variations de matière, de papier marbré, de stuc, d'ailleurs plates et dénuées de toute imagination, et finalement ne font que s'imiter mutuellement en recopiant assez fidèlement ces deux réussites. La réalité doit subsister dans l'œuvre, elle est la matière première, l'œuvre vive qui est sous la forme, qui la soutient et la fait aller. Deux attitudes sont possibles en face de cette réalité. Opposées et même s'excluant en apparence, elles se rejoignent finalement et atteignent par des démarches inverses la même fin. L'une suit la réalité, la côtoie sans cesse, l'autre la rejette et veut à tout prix l'ignorer. On peut en effet s'abandonner, non sans quelque arrière-pensée cependant, à l'impulsion de la chose vue et ressentie. Le réel est la poussée initiale, il donne le branle à tout ce qui va s'en suivre. Il n'y a plus qu'à se laisser aller. Ce qui compte est le besoin de peindre, c'est-à-dire d'éprouver une émotion et de l'exprimer. Mais on peut aussi n'accepter que ce qui n'a aucune réalité, aucune attache avec un réel abhorré, et toutes les combinaisons épuisées se retrouver tout près de ce que les premiers ont atteint par les voies les plus naturelles. L'irréalité d'un informel absolu n'apporte rien, jeu gratuit, aucune forme d'art ne peut donner d'émotion s'il ne s'y mêle une part de réel. Si infime qu'elle soit, si impalpable, cette allusion, cette parcelle irréductible est comme la clé de l'œuvre. Elle la rend lisible, elle en éclaire le sens, elle ouvre sa réalité profonde, essentielle à la sensibilité qui est l'intelligence véritable. On ne fait jamais que réinventer ce qui est, restituer en nuances d'émotion la réalité qui s'est incorporée à la matière, à la forme, à la couleur, produit de l'instant, changé en ce qui ne change plus. Oui, magnifique. Pas du tout obscur, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on voit sa peinture, qui est effectivement, qui n'est pas du tout une peinture abstraite. On peut y discerner avec de l'attention, évidemment, pas en passant à toute vitesse devant les cimaises, mais on peut y discerner
effectivement une trace de réalité. Si infime soit-elle, elle existe. Et c'est ça, oui, comme il l'écrit, qui fait exister l'œuvre, enfin, la sensibilité. C'est un peu aussi, moi, c'est pas du tout les mêmes démarches, ni les mêmes réalisations qu'avec Bram van Velde, mais il y a quand même quelque chose qui les lie. C'est-à-dire que Bram van Velde aussi, dans ses peintures qu'on peut considérer abstraites, ne sont pas abstraites. On peut toujours y trouver une trace de la réalité. Voilà, c'est ça. Il avait lui aussi il faisait lui aussi complètement confiance à l'émotion et pas du tout à l'intellect. Voilà, c'est ça qui peut un petit peu les relier, sauf que l'un, Bram van Velde, était misérable presque toute sa vie, alors que Fautrier, lui, il a eu des périodes fastes et des périodes moins fastes, mais pas dues à son œuvre, mais dues aux circonstances, comme par exemple en 1900, quand il y a eu le krach boursier américain de 1929, et bien évidemment, comme aujourd'hui, avec la guerre du Golfe et tout ça, si vous voulez, la cote des peintres, etc. Il y en a plein qui se sont effondrés, et des peintres qui jouissaient certains conforts matériels et moraux se sont retrouvés, comme chaume-du, voilà, avec des demandeurs de thunes à l'État, voilà. Non, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant comme parcours, et puis comme discours, et puis comme travail. Oui, alors c'est vrai que Fautrier, c'est quand même pas mal exprimé par écrit. Le problème, c'est que comme il est quand même passé un peu à la trappe, malgré tout, c'est difficile de retrouver ses écrits. Il y a Jean Paulhan qui a écrit un bouquin Fautrier, l'enragé. Alors, il y a un petit film qui a été fait par Philippe Baraduc, un petit film de 15 minutes qu'on peut voir dans l'exposition. Mais il y a surtout ce bouquin de Jean Paulhan. Et effectivement, moi, j'ai pas pu l'avoir en bibliothèque. Je me suis prise trop tard pour le faire venir de la réserve centrale. Et dans ce texte, en fait, au départ, Jean Paulhan devait faire une préface pour une exposition. Finalement, il en a fait un essai. Et il parlera beaucoup de la virtuosité de Fautrier. Il y a tout un débat sur la virtuosité. Et après, il y a même une lettre dans le catalogue de l'expo où Fautrier lui répond qu'est-ce que la virtuosité. Enfin, c'est intéressant tous ces points de vue. Et dans ce petit film, c'est pareil, ils discutent. On le voit en train de discuter avec Jean Paulhan dans son salon. Alors, on a l'impression d'être hors du temps. On est en 64. Effectivement, on se demande où on est, quoi. Oui, et puis j'aime beaucoup parce qu'il y a un moment où Fautrier contrarie Paulhan. Paulhan lui dit, t'es d'accord avec ce que je viens de dire? Parce qu'il s'écoutait un peu parler quand même, Paulhan. Et Fautrier dit, pas du tout. Non, non. Ah bon? Il a l'air complètement atterré, le pauvre Paulhan. Non, je suis pas d'accord sur tel et tel. Voilà, je vais pas vous détailler la chose, mais bon, c'est quelqu'un quand même. Et puis il a un physique qui est quand même assez ascétique, assez ça. Et quand il dit non, c'est non. Hein. Ouais, c'est ça. Il est curieux. Il a un regard un peu par au-dessus ses sourcils. Ouais. Là, il met pas forcément très à l'aise. Quoi. Non, pas du tout. Il est très mince. C'est un peu anguleux. C'est très bizarre. Enfin, quand on découvre sa peinture, on l'imagine pas forcément comme ça, même dans sa façon de s'exprimer. Enfin, Oui. Sauf que sa peinture, je trouve quand même que, d'une certaine manière, elle ne lui ressemble pas physiquement, mais elle est quand même ressemblante dans ce qu'il exprime, quoi, verbalement ou par ses écrits. C'est quelqu'un de vraiment qui dit lui-même que la peinture l'ennuie et que voilà, il faut que ça se fasse vite. Hein. C'est tout le contraire. Enfin. Je peux pas m'empêcher de mettre en parallèle Bram van Velde. Lui, Bram van Velde, avant que ça sorte, ça pouvait mettre des mois. Et puis, une fois que c'était sorti, ça pouvait être des mois encore avant que ça ressorte, ou même des années. Et chez Fautrier, lui, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps, quelques heures maximum, et encore, c'était vraiment les choses les plus... Je parle de sa seconde période, je ne parle pas de sa première période figurative. Ma camarade vous en parlera avec probablement plus intelligemment que moi, parce que moi, je suis pas vraiment emballé par sa première période. Pas non plus complètement désespéré de l'avoir regardé. Il y a des choses passionnantes. Mais bon, bref, voilà, c'est curieux parce que vraiment, il affirme à plusieurs reprises, la peinture m'ennuie. Et ça, j'adore ça. Ouais,
Ouais, c'est vrai, quand on lui demande de quel peintre il aime, il dit qu'il aime certains peintres, mais peu, et qu'en fait, effectivement, c'est sa peinture qu'il aime, que s'il n'aimait pas sa peinture, il ne la ferait pas. Bah voilà, c'est ça. Et c'est en même temps une espèce de franchise un peu brutale, mais peu d'artistes sont capables comme lui, ou comme encore une fois le petit Brahms, de dire des choses aussi simplement et aussi quand même offensives, hein, si on peut dire. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle, vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, faut qui fait le délicat, faut qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira, par deux fois et un chancelle. L'autre tombe, qui mourra, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel est le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Voilà, c'est la rose et le réséda interprété par la Tordue. Donc c'est un poème d'Aragon qu'on a choisi. Là, on n'a pas encore eu le temps de parler de Fautrier, de sa vie. Voilà, on a choisi suite à sa série des otages qu'il a fait après en 1943. Quoi. Oui. Voilà. La chanson suivante, ce sera aussi un peu ça d'ailleurs, parce que bon, Liberté de Jairo, c'est un petit peu aussi sur son travail des otages. Voilà, c'est donc Jean Fautrier sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, qui est l'émission à Racaille, évidemment. Voilà, on va continuer avec sa bio, que ma camarade, toujours attentive aux choses sérieuses, va vous narrer. Oui, alors Jean Fautrier, il est d'il y a 2 siècles. Il est né en 1898 de parents béarnais, mais par contre il est élevé par sa grand-mère qui est d'origine irlandaise et sa grand-mère l'adorait. Et il perd malheureusement sa grand-mère quand il a une dizaine d'années. Donc là il va partir rejoindre sa mère, c'est le nom de sa mère qui porte d'ailleurs. Il part à Londres rejoindre sa mère.
À 16 ans, il est reçu à la Royal Academy. Alors, c'est quand même remarquable parce que la Royal Academy n'acceptait qu'une vingtaine d'élèves. Mais la Royal Academy l'ennuie, il part à la Slade School et là, il est jugé trop brillant, même dans son habileté technique. Et Fautrier ne peut accepter cette peinture traditionnelle, hein, ça l'ennuie aussi, donc il préfère travailler seul. Donc il part fréquenter la Tate Gallery et là, il va découvrir les œuvres de Turner. En 1917, il est mobilisé, mais gazé, il rentre, puis il sera réformé définitivement en 1921. Il fait un séjour au Tyrol, duquel il ramène une peinture, Les Tyroliennes en habit du dimanche, un tableau qui est exposé au Salon d'automne, tableau qu'on peut voir dans la première salle de cette exposition, là au Musée d'Art moderne. Il vit à Montparnasse et, outre la peinture, il expérimente les arts graphiques. Il fait de la gravure sur bois, il fait de la lithographie. Il expose à la Galerie Fabre et là, il rencontre Jeanne Castel. Jeanne Castel qui va le présenter plus tard à Paul Guillaume, quelques années plus tard. Et donc, Paul Guillaume le soutiendra pendant 7 ans. Il est remarqué à sa première exposition personnelle à la Galerie Visconti. Et toute cette période de travail est qualifiée donc de période noire. C'est par le traitement qu'il a de ces sujets. Donc, période noire, on verra dans l'exposition. Ça doit être la troisième salle de l'exposition. Zborowski l'expose dans sa galerie. Zborowski, on sait que c'est le marchand de soutines de Modigliani et de Kissling. Donc là, c'est une période de notoriété. Il travaille dans l'ancien atelier de Gromer rue de Lambre. Et il passe après un été à Porquerolles. Et là, de son été à Porquerolles, il va un petit peu changer sa palette. Sa palette va s'éclaircir, probablement due à la lumière du sud. André Malraux, qu'il a rencontré chez Jeanne Castel, lui propose d'illustrer un texte de son choix et il se décide pour L'Enfer de Dante. Donc après signature du contrat chez Gallimard, on est en 1930, les planches seront ensuite jugées impubliables parce qu'elles déconcertent par leur nouveauté, par leur graphisme. Donc c'est un projet qui est abandonné en 1944-1945. Seule une série est conservée. En 1929, ce que disait Robert tout à l'heure, donc c'est la crise économique qui frappe le marché de l'art et qui frappe donc les jeunes artistes. Fautrier, donc un des premiers, est touché. Il expose pour la dernière fois en 1931 au Salon des Tuileries et au Salon d'automne. Comme il n'a plus d'argent, démuni, il s'arrête de peindre et il part pour Tignes, où là il devient moniteur de ski et il ouvre une boîte qui s'appelle La Grande Ourse à Val d'Isère. Et après, il partira pour Marseille, Aix, Bordeaux. En 1940, il est de retour à Paris. Il est hébergé chez Jeanne Castel, c'est rue du Cirque, et là, il renoue avec la peinture. L'année suivante, il est toujours sur Paris. Il a un atelier 216 boulevard Raspail, et c'est là qu'il rencontre et avec lesquels il se lie, donc Paulan, René Char, Gonzo, Francis Ponche, Paul Éluard, dont il illustrera leurs œuvres. En 1943, il est arrêté par la Gestapo. Puis il sera relâché. Et là, il s'installe à Châtenay-Malabry, où il vivra et retravaillera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je pense qu'il est arrêté par la Gestapo de par ses fréquentations d'artistes engagés. Ouais, voilà. Et c'est là, dans son jardin à Châtenay-Malabry, qu'il entend justement des otages ou des résistants que les Allemands fusillent, d'où va naître sa série, donc après des otages. Donc là, c'est une rupture dans son travail, qui était un travail plus figuratif. Donc, il abandonne complètement ce figuratif. Et là, il peint, mais il sculpte aussi donc sa série d'otages qui sera exposée à la Galerie de Rouen en 1945 avec un texte de Jean Paulin. Oui, d'ailleurs, on peut dire que ces otages, justement, c'est aussi un peu comme de la sculpture, quoi, parce que c'est du gros... Oui, par la matière. Oui, tout à fait. Mais ce travail, en fait, sur les otages n'est pas très bien reçu par le public, justement, tant par cette facture épaisse à la truelle, que par le choix des couleurs, en fait, qui sont jugées aussi trop douces. Mm-hmm. C'est Malraux qui critiquera tout ce travail. Voilà. Con, oui. Donc, à cette occasion, Jean Paulhan publie Fautrier l'enragé, et Fautrier donc travaille à l'illustration de ce livre. Alors donc c'est dans cet ouvrage que vous êtes à l'heure que Paulhan va évoquer la virtuosité de Fautrier, qui lui fera une réponse sur ce qu'est est-ce qu'un artiste est virtuose, est-ce que c'est nécessaire, voilà, donc il fait toute une réponse à ça. Et il a une compagne avec laquelle il a 2 enfants, et là, pour gagner de l'argent un peu plus facilement, en fait, ils vont mettre au point un procédé de reproduction d'œuvres d'art. C'est une technique des originaux multiples, donc qui permet d'acquérir de l'art à un coût abordable. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était exactement, quand même, cette technique. C'est un nom savant, mais matériellement, je n'arrive pas trop à visualiser comment il travaillait, quoi.
En fait, cette technique ne fonctionnera pas, c'est un échec. Donc, toute sa partie artistique de cette époque-là va se nommer l'art informel. C'est Michel Tapier qui va un peu théoriser tout ça. Il va ensuite faire des séries d'objets dans les années 50, après des partisans, après l'invasion de la Hongrie par les soviétiques. De nombreux auteurs préfacent ses bouquins d'exposition ou écrivent sur lui, Michel Ragon, Francis Ponge, André Verdet, Bucarelli, c'est un livre italien, en fait, Peinture et matière. Alors là, c'est une analyse très pointue de toute sa technique et de ses matériaux. Il y a Restani aussi qui va écrire sur Fautrier, et il y a beaucoup d'expositions organisées à l'étranger. Donc c'est quand même une période faste. Voilà. Philippe Baraduc donc tourne le petit film dont on parlait tout à l'heure, Fautrier l'enragé, donc ce dialogue avec Jean Paulhan, où on le voit même à la fin travailler dans son atelier. Et en 1964, en fait, Fautrier fait une donation au musée de Sceaux et au musée d'art moderne de Paris, qui organise donc la première grande rétrospective de son œuvre. Mais il est gravement malade, il est menacé d'expulsion. Il travaille à la préparation de cette expo, mais il meurt avant l'ouverture de celle-ci, en fait le 21 juillet 1964. Ouais. Donc voilà la bio de Fautrier. Ouais. Ben justement, à propos de ce que tu viens de dire, quelque chose là, qui me rappelait une anecdote. Ah oui, ce petit film, il a eu un prix. Oui, il a eu... le prix Saint-Marc, je crois, à Venise. Ouais. Oui, tu disais en commentaire, c'est élogieux, c'est étonnant que maintenant on voit mal un film comme ça avoir un prix dans un festival aussi prestigieux que celui de Venise. Enfin, je sais pas quoi. Voilà, oui, parce que ça date vraiment beaucoup. Et bon. Mais enfin, on a au moins la joie de voir Paulhan trôner sur son fauteuil, sa bergère, je sais pas combien là, alors qu'il y a une espèce de gros patapouf avec à côté un fautrier tout étriqué, tout. Et plus bas que lui, ça fait penser un petit peu à Chaplin, vous savez, dans le Dictateur, ça avec Chaplin, qui fait Hitler avec un acteur qui fait Mussolini. Et on savait que Mussolini, il se mettait toujours en position dominante, ce qui fait que Hitler, il était pas vraiment heureux. Bon, à part ça, je compare pas du tout Paulhan à Mussolini et comment dirais-je, et Fautrier à Hitler. Hein. Non. Non, ce film est vraiment intéressant même de les entendre parler, surtout quand on le voit lui travailler à la fin. Là, il travaille en pantalon de ville et en petite chemise blanche. Oui, ils sont toujours impeccables, les rapins de cette époque-là. Impeccable, exactement. On voyait souvent d'ailleurs les rapins de cette époque-là travailler très bien habillés comme ça. Pourtant, il travaille de la matière, donc j'imagine qu'il pourrait se salir, mais il prend son plâtre, il étale avec sa toile. En fait, il travaille à plat. Et on va le voir mettre après ses pigments, tracer ses traits. Oui, en même temps, il ne restait pas très longtemps devant une peinture, alors il n'y a pas le temps de se tacher. Voilà, oui, comment dirais-je. Mais il est important ce petit film parce que, évidemment, on les voit parler, on les voit dans leurs œuvres, et c'est quand même un document. Parce que, quand même, un artiste comme Fautrier. Enfin, il est pas indépendant de son œuvre, parce qu'il lui ressemble d'une certaine manière, de mon point de vue en tout cas. Il y a cette espèce dans son physique, dans sa manière de parler, il y a cette espèce de sobriété, de choses épurées, comme il y a dans son travail, ils sont tout à fait semblables, je trouve en tout cas. C'est souvent le cas. En même temps, j'ai dans la tête, là, par exemple, la peinture d'Eugène Leroy. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut foutre avec Fautrier ? Eugène Leroy aussi, c'est une peinture qui n'était pas du tout comme celle de Fautrier. Mais, si vous voulez, sous les amoncellements de barbouille, il y avait une forme figurative qu'on pouvait apercevoir, malgré qu'elle soit devenue quasiment invisible. Et c'est peut-être ça aussi qui donnait de l'intérêt à son travail. Et aussi... qui son travail lui ressemblait. C'était aussi lourd qu'il l'était physiquement. Et aussi dans son discours, d'ailleurs. Mais lourd, pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire épais, puissant, voilà, un truc, paf,
qui tenait au corps, quoi. Ouais, parce que par contre, les formats de fautrier sont des petits formats. Des petits formats, tout petits formats. Ça tient sur une table, c'est quoi? C'est du 40-50? Ah non, même pas. Enfin, si, il y a du 40-50, il y a même quelques grands formats d'ailleurs, mais la majorité, c'est des petits formats, même pas des formats moyens, des petits formats. Oh, disons moyens, allez, hop, on va rassurer tout le monde, parce que bon, c'est pas la peine de se lancer non plus dans une dissertation sur les formats de fautrier. Non, mais enfin, c'est pas les formats d'Eugène Leroy qui sont vraiment des très grands formats. Bien sûr. Et avec tout cet empattement, effectivement, quand on le voit de profil, il y a 3 cm d'épaisseur. Ah oui, au moins, oui. Et puis alors, c'est un dégueulis de couleur, d'épaisseur. Je me demande d'ailleurs comment ça tient à la toile, parce que j'avais le souvenir que Balthus, qui lui aussi mettait beaucoup de couches, ça n'a rien à voir avec Eugène Leroy, hein, le résultat. Et ben une fois, il y a toute la couche picturale qui s'est détachée du support et qui s'est cassé la gueule par terre. Il a dû tout recommencer à zéro. Voilà. Donc, je me demande quel truc utilisait Eugène Leroy pour faire tenir ses peintures en place et que ça craquait pas, que ça noircisse pas, etc. Parce que c'était un sale gimondi de barbouille invraisemblable. Ouais. Et donc dans ce petit film, on les voit aussi discuter entre l'art abstrait et l'art informel. Hein. Ils font bien la différence entre les deux, où ils expliquent que l'art abstrait est vraiment un art purement analytique, hein, qui part d'un sujet, qui va aller vers transformer en ligne. Oui. D'ailleurs, on part de quelque chose de figuratif, et on élimine, on n'est plus jusqu'à temps qu'il reste plus rien de figuratif, quoi. Et alors pour eux deux, en tout cas pour Paulan et puis pour Fautrier, c'était un petit peu un truc pas très fréquentable, quoi. Pas vraiment de l'art. Voilà. Ce qui aboutit, comme le disait Piquet-Cou dans la bio de Fautrier, expliquait que tout ça, c'était quelque chose de... Fautrier explique lui-même que, si vous voulez, il n'y a plus de... Quand le figuratif est complètement éliminé, il reste plus que des taches de couleur, des choses. Voilà. Et où l'imagination n'a aucune place. On peut pas dire que il y a une telle distance entre la vie réelle et ces barbouillasses abstraites que on n'est pas accroché, on est accroché par rien du tout, sauf quelques intellectuels qui aiment bien se masturber avec ça, mais bon, pour l'immense majorité des spectateurs de ces œuvres, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis c'est surtout des œuvres pour décorer des salons, voyez-vous. Mais c'est ce qu'il va dire, je crois, de sa première période, en fait, que ça marchait bien parce qu'effectivement, ça pouvait être des fleurs, des natures mortes, et que ça pouvait décorer les salons. Il y a la peinture de salon, dont la peinture abstraite. Mais par exemple, les œuvres de Fautrier de sa deuxième période, on ne voit pas ça dans un salon bourgeois, hein, pas vraiment. Oui, alors lui, il dit qu'en fait, pour lui, l'art informel, c'est un art, il dit que c'est un art d'allusion, que c'est un art d'ellipse, c'est un art de métamorphose. Oui, c'est pas lui qui a inventé le terme. Hein, c'est Tapier, je pense, qui a vraiment théorisé cet art informel. Et Paulan disait d'ailleurs, c'est formidable, dans leur petite conversation dans ce film, oui, l'art informel, ça veut rien dire, donc il y a tout à inventer. Pour donner une signification aux mots, voilà. Et je trouve que c'était quand même intéressant. Et même Fautrier disait à propos de cet art, de son art à lui, il disait que à partir de là, il y a des boulevards qui s'ouvrent pour la création. Voilà, c'était ça pouvait impulser la création. C'était pas du tout des choses fermées, comme peut l'être la peinture, par exemple. Encore une fois, vous m'excuserez, vous avez mon petit couteau. La peinture de Bram van Velde qui est fermée. Là, à partir de là, vous faites rien. Vous restez avec Bram van Velde, mais n'essayez pas de partir de Bram van Velde dans sa période, sa seconde période, on peut dire aussi, parce qu'il a été aussi d'une certaine manière expressionniste au début, donc très figuratif. Mais là, alors que Fautrier, ça ouvre des boulevards à la création, je crois. Ouais. Alors, tu parles de Bram van Velde. Pour les auditeurs qui ne nous auraient pas écoutés régulièrement, on peut préciser qu'on a parlé de Bram van Velde il y a quelques mois dans cette émission, et qu'on s'était appuyé sur un livre que tu aimes bien lire et relire, qui s'appelle Rencontre avec Bram van Velde. C'est un livre de Charles Juliette. Oui, et puis un tout petit livre, mais c'est un petit peu comme L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, qui était un petit livre, j'appelle mon petit livre rouge,
un de mes fils m'avait offert. Et voilà, c'est 2 références pour moi, parce qu'ils parlent un peu tous les deux de la même chose, c'est-à-dire si vous voulez, du passage de l'invisible au visible par l'intermédiaire d'un peintre. Voilà. Bon, et il n'a pas fait que de la peinture, Fautrier, on parlera de ses sculptures tout à l'heure. Après, quand on va évoquer, si vous voulez, notre déambulation dans le MAM. Voilà. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom sur tous mes chiffons d'azur, sur l'éteint soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom sur le champ, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles tressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom sur la santé révélue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. C'était Liberté, donc le poème de Paul Éluard, interprété par Jairo. Pourquoi on a choisi Liberté? Parce que justement, sur ces séries d'otages, Fautrier marquait à chaque fois une phrase du poème de Paul Éluard. Oui, voilà. C'est très émouvant, d'ailleurs, parce que c'est une toute petite écriture, comme sa signature. Oui, on a vu ça. Et on a bien de la chance de l'avoir vu. Donc, voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, la voix sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Arracaille, du 30 janvier 2018, et
qui cause dans le poste de Jean Fautrier, un espèce de météorite dans le ciel de l'histoire de l'art, de la création plastique, toujours encore aujourd'hui, je pense pas qu'on ait été au-delà de ce qu'il avait fait, ou de ce qu'il a fait, mais qu'il a quand même ouvert des portes nombreuses, et même des fenêtres, pour les autres générations d'artistes, qui peuvent, si vous voulez, à partir de Fautrier, se lancer dans la création, innover et puis jouir de la vie. Merci, Jean. Ouais, alors c'est vrai que cette exposition, en fait, la déambulation de cette exposition est chronologique. On a ces tableaux, donc c'est sa première période. Donc ces tout premiers tableaux, il est encore très jeune, il a 22, 23 ans, qui sont expressionnistes. Il fait le portrait de sa concierge. Donc ça, c'est un tableau qui était déjà exposé dans les collections permanentes. Il y a cette famille au Tyrol, là, dont on parlait tout à l'heure, la famille Tyrol le dimanche. Et il y a un Hercule, je ne sais plus comment il s'appelle, un gars un peu costaud, là, un travailleur large aux épaules, un ouvrier. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on peut voir dans cette première salle. Enfin, cette première partie, parce qu'il y a plus d'une salle, je pense. Et donc après, on arrive, je crois que c'est la deuxième, ça c'est la toute première salle. Après, la deuxième, il y a un couloir, et là, on voit des dessins. En fait, il a fait des dessins aussi. Il a représenté sa première compagne. Il a fait des dessins au fusain, à la sanguine, je crois. Il y a quelques portraits à la sanguine. Elle est aussi représentée à sa toilette. On la voit, donc une femme assez plantureuse. Enfin, c'est des beaux dessins. Alors que lui, il est épais comme une tringle à rideaux. C'est curieux, le contraste. Non, mais moi, j'ai bien aimé tous ces dessins. Il y a aussi de son séjour à la montagne, il a fait quelques toiles. Il y a des toiles de montagne, des glaciers en montagne, des lacs de montagne. Et après, on arrive dans cette période noire, justement, cette période dite noire, parce que c'est très, très sombre. Le fond est très sombre, donc ça noircit énormément le sujet, même si le sujet n'est pas forcément glauque. En fait, c'est là où on peut voir ce sanglier, quand même, comme un sanglier écorché. On peut voir une peau de lapin, on peut voir... Oui, mais on avait parlé d'un artiste ici qui peignait aussi comme ça, qu'on avait vu à Lille, je crois, qui peignait. C'était d'Aurignac. Voilà, d'Aurignac. Non, c'était à Bordeaux qu'on avait vu, Georges d'Aurignac. Oui, j'avais eu peur, on est des régleptocteurs, nous. Bon, Georges d'Aurignac, tout à fait. Oui, il paraît que c'était un brillant étudiant aux Beaux-Arts à Londres, à l'École royale des Beaux-Arts. Tu sais, c'est quelqu'un de... Voilà, on s'en aperçoit dans sa première période, justement, très jeune, comme l'indique Picquécourt. Il peignait comme un vieux routier de la peinture. Oui, il dessine très bien, il peint très bien. Et d'ailleurs, avec cette période noire, c'est là un peu que sa matière s'épaissit un petit peu quand même. Et c'est une transition qui fait basculer après dans l'art dit informel, qui n'est pas du tout, mais enfin bon. Et c'est là aussi qu'il commence à gagner un petit peu d'argent avec les expositions de ses tableaux chez Paul Guillaume. Après, il y a son séjour à Porquerolles. Là, donc c'est les années 28. Et là, Porquerolles, effectivement, il a une palette qui s'éclaircit. Donc, on a des tableaux qui sont un peu plus gais, quoi. Oui. Il y a des bleus, des verts. Oui. Mais c'est pas la période qu'on préfère, je crois. Non, c'était pas la période la plus intéressante. C'est pas ces tableaux qui nous ont le plus marqué. Et en fait, ce que j'ai lu, c'est que pendant une dizaine d'années, il va essayer de mettre au point quand même sa matière et de se créer donc sa propre palette. Apparemment, il était dégoûté par le gras de la peinture à l'huile. Il en avait besoin, mais je crois que ça le dégoûtait. Et donc, parce qu'il ne pouvait pas le travailler, le modifier comme il voulait, justement, parce que je pense que c'était trop loin à sécher. Donc, la toile ne lui convenait pas. C'est pour ça que petit à petit, il bascule sur le papier, justement, parce que le papier a un pouvoir absorbant. Oui, tout à fait. Oui. Puis c'est intéressant parce que le papier, c'est lisse et ça fait un contraste avec ces empattements qui sont un peu centraux dans son œuvre, enfin, dans un format, quoi, et qui repose sur un fond lisse avec des couleurs, en général, assez pâle. Ouais, donc il prend ce papier justement et là il va mettre du blanc d'Espagne, du blanc de Meudon, du plâtre. Enfin, il dit que le papier pour lui c'est la liberté. Voilà, d'ailleurs après il travaillera même aussi sur des papiers buvards. Qui marouflent donc sur des toiles.
Je comprends pas très bien pourquoi il a marouflé sur des toiles, parce que quand on fait sur il pouvait aussi maroufler sur bois. Hein. Il serait peut-être moins embêté. Enfin bon. Donc ça c'est sa première période. Il y a aussi une salle qui est consacrée à ces illustrations donc de l'enfer de Dante, qui sont effectivement, on comprend pourquoi ça a pu choquer, parce que là on bascule vraiment déjà dans cet art informel. C'est plus du tout les formes traditionnelles, quoi. C'est plus du figuratif. Ces illustrations ne sont pas du tout figuratives. Ouais, ce sont des lithos là. Il y a des lithos. Alors parce que au début j'avais pas fait gaffe que c'était des lithos. Enfin c'était des avant de faire la litho, c'était donc des gouaches, je sais pas, enfin bref. Mais il y avait des croix de repérage. C'est curieux, les croix de repérage. Après, j'ai réalisé que oui, qu'avec la litho, il fallait mettre des croix de repérage pour les différentes couleurs. Voilà, c'était tout à fait ça. Mais alors Gallimard, là, on voit le sens commercial de l'édition. Hein. D'accord, d'avant-garde, mais pas trop quand même, hein, parce que bon, c'est pas très commercial ces dessins. Alors voilà. Enfin bon, quand on aborde l'art comme ça, je veux dire, c'est un petit peu pénible. Ouais, donc il y a aussi sa période, tu parlais tout à l'heure de ces sculptures. Donc dans cette exposition, il y a 2-3 vitrines ou 2-3 sculptures mises comme ça au milieu des salles. Et en fait, apparemment, Fautrier se serait mis à sculpter en période de disette, hein, dans les années 30, en période de récession. C'est une technique qu'il aurait pratiquée entre 27 et 29, puis après entre 35 et 43. Il a fait peu de pièces, hein, je crois qu'il y en a une vingtaine au total. Elles sont en général assez petites, sauf un ou deux bustes de femmes qui sont un peu plus grands. Même en pied, même. Il en a fait deux en pied, de grandes sculptures, quoi. Ouais. Et en fait, ces sculptures ont été quand même très peu remarquées, voire carrément ignorées. Quoi. Ouais. Alors que pour nous, c'est du sublime de chez sublime, voyez-vous, hein? C'est quand même... Parce que je trouve que comme dans sa peinture de seconde période, la fin de sa vie, etc., il invente une forme de... Enfin, on n'invente jamais vraiment quelque chose complètement, mais enfin, il travaille avec une épuration aussi de tout ce qui est superflu. Il ne reste que l'essentiel, mais on en ramasse plein la tronche. Ouais, il travaille beaucoup sur les nus et sur les têtes. Il y a beaucoup de têtes en fait. Il y a même un visage d'otage justement avec toute la partie droite du visage complètement striée, quoi. Ouais, c'est ça, comme des griffures ou comme voilà. Puis avec des yeux, ce sont les trous carrément. Il fait pas de manière un œil, paf, un trou. Voilà, et ça donne une force. Ce sont des masques en fait. Ça donne une force à ces masques invraisemblable. C'est petit, ce sont des bronzes, mais ça pourrait être aussi des céramiques. Hein. Là, ce sont des bronzes. Ça a été à l'origine des modelages en terre, évidemment. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut... Pour moi, si vous voulez, tout ce qu'on a vu de Fautrier, c'est ça qui est, pour moi, le plus bouleversant, le plus dynamique, qui ouvre aussi là des portes à toute la sculpture contemporaine. Et vous, est-ce que vous voyez? Alors c'est du modelage, hein, je ne sais pas si on a précisé. Oui, c'est du modelage. C'est du modelage. Oui, voilà. Non, ici, il faut... Alors, pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, qu'on n'a pas fini, hein, vous inquiétez pas, on va encore vous gaver pendant un moment, eh bien, pour toutes ces raisons, vous devez absolument aller au musée d'art moderne, où d'abord, vous avez un accueil qui n'existe dans aucun autre musée, enfin, je veux dire, grand musée, hein, parce que les petits musées en province et tout, qui sont fabuleux, ou même des grands musées en province. Bon, en province, grand ou petit, tous les musées sont extraordinaires. Enfin, pour l'accueil, etc., etc. Et là, au musée d'art moderne, à Paris, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi, comme accueil. Les gens sont, que ce soit au vestiaire, et à l'entrée, une innovation. Au lieu d'avoir des gorilles qui vous passent au scanner et tout ça, et qui vous font ouvrir vos sacs, c'est une petite nana, toute gentille, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça, mais alors... merveilleux, pas parce que c'est forcément une petite nana toute gentille, mais qu'au moins ils mettent des jeunes femmes plutôt que des vieux cons. Vous voyez, ça, déjà vous n'êtes pas stressé au départ, à l'entrée du musée. Et puis au vestiaire aussi sont des gens charmants. Et alors, on a papoté avec un... C'était pas au vestiaire, c'était où? C'était à la librairie, à l'espace librairie, avant de sortir. Ouais. Il y avait quelqu'un du musée. Il était d'abord à la billetterie. C'est lui qui nous a donné nos billets. Ou non, il conseillait une jeune fille pour nos billets. Parce que nous, comme on a des cartes de presse, on a la chance
de pas être, comment dirais-je, être taxé à l'entrée des musées. C'est quand même 12 € l'entrée, hein, c'est quand même pas donné. Et voilà, on a discuté avec ce jeune homme qui a une superbe tatouage. On a discuté avec lui pendant un bon moment sur le, parce que je lui disais quand même l'accueil ici c'est quelque chose, etc. Il nous disait que c'était la politique un peu du conservateur, voilà, de rencontrer, d'être à la rencontre des gens, mais de ne pas être avec un bâton, avec un gourdin au côté pour discuter avec eux. Voilà. Bon, j'arrête là, hein, parce que ma camarade... Non, c'est intéressant de discuter avec lui parce qu'en fait, on lui a demandé alors qu'est-ce que ça va devenir, parce qu'effectivement, c'est entre ce musée d'art moderne et le Palais de Tokyo qu'il va y avoir ce fameux bouquet de tulipes. Donc, on a pu parler de la pétition qui était en ligne. Donc, effectivement, pour l'instant, il nous disait qu'il ne savait pas quand ça allait être mis, si ça allait être mis, parce que justement, il y avait pas mal de réactions d'opposition à cette installation de sculptures gigantesques et absolument affreuses de tulipes multicolores offertes par Kunz, enfin soi-disant offertes parce que la ville de Paris paye une partie quand même pour l'installation, je crois. Oui, mais qui plairait certainement au musée déstructuré qui est en face du musée de l'Homme, là. Comment il s'appelle ce musée-là? En face du musée de l'Homme, il y en a un autre, là. Tellement je déteste ce concept que j'oublie toujours le nom. Enfin bon, il y a le musée d'art moderne. Et le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, voilà, ils sont face à face. Alors je pense qu'au Palais de Tokyo, ils doivent être mais complètement plus que ravis. Hein. Ils doivent grimper au rideau à l'idée qu'il y aurait un Kunz à côté de leur musée. Tandis qu'au musée d'art moderne, c'est pas du tout la même chanson, je crois. Voilà. Non, puis ça sera vraiment un truc innommable, quoi. Enfin. Ouais, alors moi je vais dire, il y a un tableau que j'ai beaucoup aimé de la période plutôt figurative, c'est une forêt. C'est un tableau qui est très fort en fait. Il y a 7 ou 8 arbres qui sont là en fait avec des branches qui se mélangent. Il y a les troncs qui se déforment un peu et on peut presque imaginer même entre les troncs après comme des visages. Donc il y a du bleu, du vert et on a l'impression après que cette forêt prend feu. Enfin, je trouve qu'il y a une puissance dans ce tableau qui est assez remarquable, quoi. Et c'est pas un grand format non plus. Non, c'est pas un très grand format. Oui, oui, ma camarade, elle remarque des choses que tu sais. Moi, je pense devant le voir moi, j'étais obsédé, je voulais voir absolument sa période des choses sur la résistance, etc. Là. Voilà, et j'ai zappé un peu, sauf que j'ai bien remarqué quand même que sa concierge, etc., la famille, machin truc, et tout son bazar figuratif, qui est pas du tout du bazar, mais qui est de la bonne peinture. Mais bon, c'est de la bonne peinture qu'on a vue un peu partout, quoi. Donc, par contre, sa période otage et compagnie, alors là, c'est beaucoup plus rare de voir des choses comme ça. À part lui, j'en ai jamais vu. Ouais. D'ailleurs, même lui, hein, sa première partie de travail le renie un petit peu. Déjà, il y a une période où il a détruit beaucoup de tableaux. Et là, il va trouver que cette peinture est plutôt mauvaise. Enfin, il dit que c'est la bonne peinture, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, il la minimise énormément, quoi. C'est une peinture que tout le monde... Enfin, ce qui veut dire, c'est que c'est pas le seul à en faire une comme ça. Que voilà. C'est que, pareil, compte, la série des otages, c'est le seul. Hein, il n'y a jamais eu depuis. Et je pense qu'encore aujourd'hui, comme le relevait ma camarade, que les gens, personne peut vraiment adhérer à ce genre de travail. Je parle pas seulement du grand public, hein, qui a souvent beaucoup plus de, si vous voulez, d'intérêt pour les choses comme ça que la critique, que ceux qui ont besoin de peinture qui s'accordent avec la couleur de leur salon, la couleur des papiers peints ou la couleur des murs, voilà, et puis de leur fauteuil Louis XV ou de leur bergère Louis XVI, voilà. Non, c'est ça, voilà, il avait raison, mais il était lucide en même temps. Oui, alors sur ces otages, c'est pareil, Jean Dubuffet est allé les voir, donc il a une position un peu ambiguë, c'est-à-dire je crois qu'il est quand même subjugué par le travail de Fautrier, et en même temps un peu agacé, donc il va critiquer un verre trop clair. Il dit que je crois que c'est sa compagne Lily qui est complètement en admiration, qui a retourné voir ses tableaux plusieurs fois. Et après, d'ailleurs, ta pièce, quand il théorise l'art informel, parle de Dubuffet, consacre des chapitres à Dubuffet. Oui, mais Dubuffet, c'est jalousie d'artiste, ça, parce qu'il a jamais été capable d'aller aussi loin.
Hein, il n'était pas capable, là, parce qu'il l'aurait fait autrement. Il a osé beaucoup de choses. Mais c'est toujours resté quand même sous un aspect comme ça, un petit peu. Bon, moi, je franchis les barrières, je m'émancipe, je m'affranchis, etc. Il est toujours resté un petit peu quand même dans les choses vendables, voyez-vous. Alors que je pense que s'il avait été aussi loin que Fautrier, il aurait été peut-être un peu moins riche, peut-être. Ouais. Ouais, non, enfin bon, voilà, on sent évidemment toujours dans les réticences d'artistes connus vis-à-vis de leurs confrères comme quelque chose qui ressemble plus à une chose de plus prosaïque qui s'appelle la jalousie, quoi. Ouais. Alors il y a sa période aussi, c'est une salle entière qui lui est consacrée, c'est l'avant-dernière salle d'exposition, c'est aux objets, des objets qu'il a fait entre 46 et 55. Donc des objets assez ordinaires, des flacons, des bouteilles, mais peints justement avec cette facture un peu informelle où tout se confond un Bien peu sûr. dans le fond, quoi. Ouais. Oui, ou ces formats de packaging, là, c'est des lignes simplement qui évoquent un parallépipède, mais bon, avec un peu d'attention, on comprend, mais il ne faut pas passer trop vite devant. Voilà. Et après, donc la dernière salle, c'est ce qu'ils ont appelé l'œuvre finale, donc c'est entre 55 et 63. Là, c'est toujours donc cette technique d'art informel, mais ça représente plutôt des nus ou des paysages. Et alors les nus de femmes, il faut les rechercher, Oui, parce oui, que c'est une quand même. forme. Mais après, moi je pense qu'on peut les imaginer parce qu'on trouve un peu la même forme dans ces bustes sur pied de femmes avec en fait la poitrine un peu saillante et en avant, le torse bombé. Je pense que c'est comme ça qu'il a représenté ces femmes, quoi. Oui, tout à fait. Quand on connaît les portraits réalistes d'une de ses compagnes, on comprend qu'il aimait les formes. Hein. Voilà, il paraît en plus que, on va faire un petit peu la langue de pute, hein. Il a eu, je crois, 6 ou 7 femmes. Non, 3 ou 4, je crois. 3 ou 4 bon compagnes, ouais. 3 ou 4 compagnes officielles, mais bon. Et il est décédé justement quelques jours avant du mariage prévu avec sa dernière compagne. Sa 5e ou c'est combien? Non, tu sais pas? Ah, c'est étonnant. Non, mais moi j'aime bien jouer un petit peu les langues de pute, hein, vous avez remarqué, j'espère. Si vous n'avez pas remarqué, c'est que vraiment vous êtes pire que moi. Voilà, non, moi je suis un genre de fautrier de la langue de pute, quoi, vous voyez. Je suis au bout des choses. Mais bon, on a quand même passé un moment mais extrêmement fatigant, en tout cas, pour moi, parce que si vous voulez, il y a 160 œuvres. Et nous, enfin, quand il y a qu'une salle qui est pour Fautrier, c'est magnifique, parce qu'on a le temps de s'attarder, de s'imprégner. Mais là, 160 œuvres, c'est beaucoup. Ouais, mais bon, moi j'ai pas eu le même ressenti parce que les salles sont spacieuses, il y a de quoi s'asseoir, il y avait très peu de monde. Donc en fait, pour moi c'était important justement par rapport à la petite salle avant qui lui était consacrée d'avoir tous ces tableaux pour comprendre un peu tout ce cheminement artistique, quoi. Oui, ça c'est vrai. Ça permet de comprendre, quand on n'est pas trop stupide, de comprendre son cheminement, mais même si on est intelligent, parfois c'est difficile. Alors cette exposition s'appelle Matière et lumière, et effectivement, il y a de la matière et il y a énormément de lumière. Même sur ces tableaux de la période noire, il y a toujours un point de lumière quelque part qui éblouit même des fois un peu le sujet. Oui. Alors, voilà, c'est ça aussi cette espèce de force de Fautrier dans son art absolument minimaliste, c'est qu'avec des couleurs qui sont pas c'est pas, comment dirais-je, c'est pas quelqu'un de Cobra, hein. Lui, c'est des couleurs qui sont quand même assez éteintes, etc. Mais il arrive à rendre, avec ces couleurs-là, donner l'impression que voilà, c'est une palette arc-en-ciel magnifique, etc., etc. En tout cas, c'est ce que ressentait ma camarade. Moi, je l'ai moins ressenti qu'elle, mais elle est toujours tellement plus enthousiaste que moi quand on va dans des expos que bon, voilà, je pense que son jugement est bien plus proche de la réalité que le mien, qui est assez loin de ce qu'il a vu, puisque je suis contraint probablement par tellement de choses que j'ai dans la tête à propos de l'art que j'arrive plus à discerner le réel de l'irréel, le bien du mal, la couleur de la non-couleur.
Oui, il y avait un tableau justement de cette période noire, il y avait des bouquets de fleurs, là c'était un bouquet de roses je crois, donc qui était présenté à l'horizontale, donc il y avait toutes les tiges des fleurs avec les bouquets, les corolles sur la gauche, et là je me dis mais là on sent que son art va basculer parce que ça commençait déjà, la forme se perdait, donc comme il parlait sur ce besoin de réalité, on sentait la réalité mais on sentait aussi que ça restait derrière, quoi, qu'on en partait, quoi. Oui, la réalité elle était encore un peu présente, mais elle le sera toujours, plus ou moins, mais... Voilà, il y a des périodes où elle est vraiment si ténue qu'il faut faire un réel effort pour la retrouver. Voilà, c'est un peu comme la vérité. Hein. Souvent, il faut faire des gros efforts pour la trouver, la vérité, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qu'on raconte, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend. Voilà, c'est quand même pas simple. Donc voilà, une exposition moi, que je vous conseille largement. Il y a le temps, hein, elle a commencé vendredi dernier, elle se termine le 20 mai 2018. Ce jeune homme à la librairie nous disait qu'il y avait des salles du musée allaient fermer, que des travaux étaient prévus au musée d'art moderne. Il ne serait pas complètement fermé, mais qu'il y aurait quelques salles, des collections permanentes qui seraient fermées, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, il faut. On comprend pas très bien parce qu'il nous a montré des salles, celle où il était, par exemple. C'est impeccable, c'est propre, c'est net. Je sais pas ce qu'ils vont foutre, mais bon, ils ont sûrement des sous à dépenser parce qu'on sait que ces musées nationaux, etc., sont dotés de subventions et on sait comment ça fonctionne, les subventions. Si vous n'épuisez pas votre budget, l'année suivante, il diminue, quoi. Voilà, donc c'est un peu con. Mais j'ai appris ça en étant dans des associations, c'est à peu près la même chose, si vous voulez. Si une municipalité vous donne une subvention, si l'année suivante vous n'avez pas épuisé votre subvention, il revoit la subvention à la baisse, quoi. Ouais, enfin bon, maintenant ça va, les assos leur filent plus de fric, donc on est tranquille. Oui. Ça c'était avant. Oui, c'était avant. Quand on les arrosait un petit peu. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, de tout oui, ce qu'on a vu. Maintenant, c'est aux auditeurs d'aller découvrir par eux-mêmes. Hein. Oui, notre boulot, nous, c'est de vous donner l'envie d'y aller. Parce que faire le tour, ça semble quand même difficile, hein, même avec toute la bonne volonté qu'on a et tout le travail que peut faire ma camarade à ce sujet-là. C'est simplement vous donner l'envie de vous bouger un peu, hein. Bon, parce vous pouvez trouver plein de choses sur le net ou dans les livres d'art et tout ça, mais c'est pas la même chose que d'être confronté à l'œuvre, mais à la vraie œuvre, l'œuvre. Ouais, parce que même sur des bons catalogues, là, comme celui de 89, les œuvres qu'on a pu voir des visus dans le musée, on voit pas du tout la même chose, quoi. Non, parce que là, il n'y a pas la matière. Il n'y a pas la matière, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas tout ce qui fait que c'est différent, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis en même temps aussi, puisque, si vous voulez, dans les salles, il y a une relation quand même assez forte entre les œuvres exposées. Elles se tutoient, elles dialoguent, etc., etc. Alors, elles vous invitent à participer ou elles vous rejettent. Ça, on n'y peut rien. On peut pas, vous donner une clé pour rentrer dans le jeu. Mais voilà, si vous voulez, enfin, en tout cas, si l'exposition est bien faite, si le commissaire de l'exposition est compétent, est sensible, etc., il joue avec les œuvres qu'il accroche, de manière à ce qu'elles puissent avoir entre elles, si vous voulez, un espèce d'entretien. Voilà, une espèce de papotage permanent. Ah, t'as vu la gueule du mec qui nous regarde, là, dis donc, là. Non, c'est plus sérieux, quand même. Non, puis il y a du recul, donc c'est bien. Moi, j'aimais bien regarder les œuvres à 1 mètre, 1,50 m, et après me mettre complètement en retrait et faire un tour de la salle comme ça, panoramique, et c'est encore autre chose, et c'est là qu'on voit justement toute cette lumière jaillissante d'un peu partout, quoi, de toutes les œuvres. Oui, absolument. Et le musée d'art moderne, une fois de plus, c'est un lieu convivial puisque ils ont pensé, c'est rare dans les musées, de plus en plus rare, ou ça a toujours été rare, je ne sais pas, de mettre des sièges de manière à ce qu'on puisse s'asseoir pour regarder ou se reposer tout simplement, ou regarder les œuvres, parce que si vous devez marcher pendant plus d'1 heure, tournicoter dans l'accrochage, pour certains, dont je fais partie, voilà, on peut éprouver un besoin de se poser pour un petit peu récupérer.
La colle au pinceau, faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, la fiche s'envolera. La colle au pinceau, c'est une école. Si tu n'es qu'un sot, tu n'auras qu'un sot, tu n'auras qu'un sot, et pas de pinceau. Coller des affiches, c'est un métier de riche. Car il ne faut pas être chiche. Mais de la farine, jamais de lésine. Car nous on n'est pas des cuistots. Mais si tu en mets trop, c'est de la pâte à gâteau. Si t'en mets pas assez, c'est de la pâte à beignet. Et si tu vois trop grand, c'est de la pâte à croissant. Si tu vois trop petit, de la pâte à spaghetti. En somme, il faut ce qu'il faut. Et pas assez ni trop. Que ça colle pas au seau, mais que ça colle au pinceau. La colle au pinceau, faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, la fiche s'envolera. La colle au pinceau, c'est une école. Si tu n'es qu'un sot, tu n'auras qu'un sot, tu n'auras qu'un sot, et pas de pinceau. Les mots qu'on imprime sont toujours sublimes. Oh non, ce n'est pas de la frime. Mais les mots s'envolent, il faut de la colle. Ou s'il n'y est pas des grumeaux. Car à peine décollé, la fiche est envolée. Et tout ce qu'il y a dessus, c'est perdu, c'est fichu. Le papier va par terre et les paroles en l'air. Tout ce qui était promis, c'est tombé dans l'oubli. Décollé, déchiré, piétiné, balayé, tout ça pour des grumeaux dans la colle au pinceau. La colle au pinceau, faut que ça colle. Car si ça ne colle pas, le monde s'écroulera. La colle au pinceau, c'est un symbole. C'est comme un flambeau, c'est comme un rameau, c'est comme un drapeau. La colle au pinceau, y a rien de plus beau que la colle, que la colle, que la colle, que la colle, que la colle au pinceau. La colle au pinceau, pinceau. Voilà la colle au pinceau par les frères Jacques. Oui, pour une note un peu plus légère, après cette pression insoutenable de notre rencontre avec Fautrier, de la relation de notre rencontre avec Fautrier, la colle au pinceau des frères Jacques, c'est un petit peu un moment de détente. Et tout de suite, on va pour cette exposition avec une... Bon, normalement, on ne parle pas de ce genre d'expo ici, mais bon, il ne faut pas non plus jouer les... Il ne faut pas snober les choses. Une exposition d'une peintre, j'ai bien dit une peintre de la marine, voilà, qui est un univers d'hommes, comme vous le savez, mais moins maintenant, puisqu'il y a des femmes dans la marine. Et cette peintre de la marine était l'invitée d'honneur d'une exposition collective à Charenton, l'exposition qui se tient dans les murs d'une salle qui s'appelle Art et Liberté, quelque chose comme ça, voilà. Où je suis allé, parce que c'est le seul lieu que je connaisse où on paye rien du tout, on vient juste avec son machin, on le présente, et puis si c'est accepté, vous recevez une invitation pour le vernissage, si c'est pas accepté, ils vous préviennent et vous venez rechercher votre nanar. Voilà. Alors, des lieux comme ça, j'en connais pas. Si vous en connaissez, eh ben dites-le nous, on pourrait en parler. Alors, je dois dire que, et je pense que ma camarade ne me contredira pas une fois de plus, mais je dois dire que c'est nul, hein. C'est vraiment une exposition de merde, dans un lieu magnifique, mais une exposition de merde. Et mon nanar était dans cette exposition de merde. Sauf que, bon, l'invité d'honneur, c'est Marie Détré-Ouvrière, peintre de la marine, une jolie femme, fine, gracieuse, élégante. Voilà, elle avait, ma camarade a raison, elle avait des petits formats, des petites gouaches magnifiques, mais ces grosses tartines, c'était assez imbuvable. Voilà, mais enfin, ça pour vous dire que c'était l'invité de l'honneur. Ouais, ces carnets de croquis là, avec ces petites gouaches sont absolument formidables. Et ce que tu n'as pas dit, c'est qu'effectivement dans la salle, on peut voir un film. C'est pour ça que moi j'y suis allée, parce qu'il y a un petit film d'une demi-heure qui la présente. Elle est passée régulièrement dans des émissions de télévision, donc de par son métier, parce que c'est quand même assez original d'être peintre officiel de la marine, POM. Donc, et puis ce qui lui donne le droit donc de peindre la petite encre sur ses tableaux. Donc elle est peintre depuis 2010, peintre de la marine depuis 2010.
Et donc, elle part régulièrement en déplacement en expédition avec la Marine nationale. Donc, c'est souvent une des rares femmes à bord, même s'il y a de plus en plus de femmes dans la marine. Et là, elle est plutôt bien accueillie et elle fait des croquis de tout ce qu'elle voit. Donc, ça peut être aussi bien des chantiers, un chantier naval qu'une opération de sauvetage, des exercices d'opérations de sauvetage dans le sud de Marseille. Elle est aux îles du Levant. Enfin, elle voyage un peu partout dans le monde. Et elle fait des carnets de croquis, et après certains grands formats. Et oui, je trouve que les grands formats qui étaient exposés n'étaient pas aussi bons que ces carnets de croquis. C'était très géométrique, ça manquait de chaleur, ça manquait, je sais pas, ils ont... De sensibilité. Ouais, de sensibilité. Alors qu'elle, effectivement, on la suit donc à travers il y a une dizaine de petits films de 3-4 minutes chacun qui nous permettent de la suivre dans ses expéditions. C'est une femme qui a l'air quand même, sensible, chaleureuse. Très souriante, enfin c'est assez étonnant. Je trouve que l'exposition est gratuite, donc c'est au métro Liberté, c'est sur la ligne 8, c'est à 200 mètres, même pas 50 mètres du métro Liberté, dans l'espèce de centre commercial qui a la place des Marseillais, et ça vaut le coup d'aller découvrir ce petit film. Oui, ça vaut vraiment le coup, parce que d'abord ça peut donner des idées à des camarades féminines, artistes, voilà. Qui aimerait être peintre de la marine, peintre officier de la marine. Mais c'est bénévole, hein, vous n'êtes pas payé. Si vous êtes nourri, logé sur les bateaux quand vous partez en expédition avec eux, mais c'est tout. Vous n'avez aucun salaire, etc., etc. Ça, c'est complètement bénévole. Oui. Mais enfin, bon, bénévole en partant dans les mers du Sud, en partant dans les 40e rugissants et tout ça, bon, c'est quand même bon. Hein. Voilà, puis il y a les escales où elle descendait, où elle peignait les gens du cru, elle faisait des portraits vraiment bien foutus. Là, par contre, elle est bonne pour les portraits. Voilà. Elle est aussi une fille de marin, parce que son père était dans la marchande, officier dans la marchande, son grand-père aussi officier dans la marchande. Elle n'est pas complètement à l'écart de ce milieu. Elle faisait du voilier elle-même. On la voit photographiée d'ailleurs sur un voilier. Donc elle n'est pas étrangère au milieu, mais elle dit elle-même que par contre, la vie à bord des bateaux de la Royale, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas du tout... Voilà, c'est parce qu'il y a même des fois, elle est en opération. Ils étaient sur une île secrète de l'Atlantique Sud, là, et de la marine, où la marine faisait des essais de lancer des missiles, etc., etc. Alors on voit pas le lancement des missiles, mais on voit la préparation au lancement, qu'elle peignait, qu'elle dessinait. Et voilà, c'est quand même quelque chose de... Quand on a... Je sais pas si c'est une chance ou quoi que ce soit, parce que personnellement, d'aller comme peintre officiel de la marine, si c'est intéressant de pouvoir voyager, mais voyager avec des militaires, même si les marins sont pas des gros beaufs comme dans l'infanterie, c'est quand même pas évident, je crois pas. Oui, c'est le seul bémol qu'il y a à toute cette histoire. Ouais, voilà. Bien. Donc l'exposition Jean Fautrier au musée d'art moderne, Matière et lumière jusqu'au 20 mai, le musée d'art moderne donc au métro Alma Marceau. Une exposition, alors je crois que le groupe Cobrax, il y a toujours cette exposition au musée de Tessé au Mans. Jean-Paul Souvraz et Guillaume Coufignal à la galerie Licence 4 à Lyon, c'est jusqu'au 18 février. Ça c'est toutes des redites, hein. Effervescence fin de siècle au musée Paul Dini, place Faubert à Villeneuve-sur-Saône. À Villefranche-sur-Saône. Ouais, Villefranche-sur-Saône. Et Timothy Archer à la galerie Claire Corsia, 323 rue Saint-Martin dans le 3e. Ça, c'est une exposition collective. Et il y a une petite galerie qui est sur la place des Vosges, c'est la galerie Michel Estade. Alors, on n'y sommes pas encore allés. Et jusqu'au 11 mars, il y a des maîtres provençaux. Il y a comme Ambroggiani, Astoin, Baboulaine, Chabot. Ouais. Ah bah oui, c'est Place des Vosges, j'avais pas réalisé. Oui, c'est Place des Vosges. Ah bah il faut qu'on y pense. Oui, alors souvent ils exposent il y a souvent du Buffet, Bernard Buffet qui est exposé aussi dans cette petite galerie. Oui, je pense que c'est une des seules galeries qui mérite le détour de la Place des Vosges. Ouais, parce qu'avant on allait dans la galerie Lisette, hein, mais elle a fermé, puis elle est remplacée, elle est partie en province, une galerie en province, elle avait près de 100 ans en même temps. Oui, voilà. Lisette Alibert. Là, ouais. Mais c'était une galerie, mais
voilà, c'était la place des Vosges. Rien que pour cette galerie, on y passait plus souvent, voyez-vous. Mais quand elle est partie, il faut voir ce qui l'a remplacée. C'est de la peinture, de la sculpture pour beauf, quoi, voilà. Ah bon, on ira voir cette petite galerie, là, si ça pourrait remplacer Lisette, hein, pour nous. Ouais, peut-être. Bien, et alors le culturel de la semaine. Alors voilà, nous sommes allés voir le film The Last Family. Donc c'est un film de Jan Matudzinski. Et en fait, c'est un film passionnant qui relate la vie d'un peintre qui s'appelle Swiatław Beksinski, un peintre polonais. Oui, polonais. Un peintre polonais, donc qui nous raconte un peu toute l'histoire de sa vie quand il a de son œuvre, il a une œuvre un peu fantastique, apocalyptique. Il a un fils animateur de radio suicidaire et voilà leur vie avec les grands-mères qui vivent aussi avec eux et la fin tragique de cet homme. Et on a trouvé ça passionnant, ce film très bien interprété. Oui, mais en même temps, c'est sombre. Hein. C'est très sombre. C'est glauque en même temps. Voilà. Parce que c'est pas une vie marrante du tout. Non, pas marrant du tout. C'est quelqu'un qui sortait jamais de chez lui pratiquement, sauf exception. Voilà, il allait pas au vernissage de ses expos, tout ça, il s'en foutait complètement. Il travaillait tout simplement, voilà. Jusqu'au jour où... Et il avait un fils qui était complètement foldingue. La seule personne stable dans cette maisonnée, c'était la maman. Ah ouais, une femme extraordinaire, cette femme. Qui soutenait tout le monde, qui s'occupait des deux grands-mères, qui s'occupait du fils. Ouais. Et c'est une histoire vraie. On a vu les photos de cet artiste et de sa famille en vrai. Et ils ont trouvé un casting, mais alors c'est leurs jumeaux qu'ils ont trouvé. Hein, c'était vrai. Voilà. Alors c'est à conseiller pour les gens qui sont pas trop sensibles quand même, parce que ça peut perturber. Ouais, mais Beksinski apparemment a été un peintre reconnu, largement exposé. Et là je cherchais parce que j'aimerais bien peut-être qu'on en fasse une émission pour aller un petit peu plus loin. Et en fait il y a aucun bouquin sur lui dans les bibliothèques de Paris ou la bibliothèque de Montreuil. Mais il y en a en Pologne sûrement, parce que là-bas il était très très célèbre aussi. Voilà, enfin, on verra. Ma camarade est une exploratrice émérite des bibliothèques de Paris. Ouais, mais là, inconnu au bataillon. Bon. Ça aurait été bien d'avoir un livre, un bouquin avec des reproductions de ses œuvres, mais bon, même s'il y en a beaucoup dans le film, on voit pas mal de reproductions de ses œuvres dans le film, justement. Pas très bien, mais on en voit. Quoi. Ouais. Et moi, je suis allée voir In the Fed, le film avec Diane Kruger. Elle a reçu le prix d'interprétation féminine. Je crois que c'est à Cannes pour ce film-là. Donc, on est en Allemagne dans les années 2007, quand il y a des attentats par des groupes néo-nazis. Donc, Diane Kruger perd son mari qui est d'origine turque et son petit garçon suite à l'explosion d'une bombe. Donc, le film raconte toute cette histoire et on voit l'histoire de la famille, on voit le procès, on voit son envie de vengeance et en fait pour moi ça fonctionne pas tellement, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à avoir autant d'empathie que j'aurais dû pour cette femme qui a quand même perdu sa famille et qui va se battre pour la condamnation des jeunes qui ont été des jeunes néo-nazis qui ont été retrouvés. Mais peut-être parce qu'avant on avait vu le film des 3 panneaux de la vengeance, avec cette femme qui tenait l'écran d'une manière extraordinaire, avec une force incroyable, qui se battait pour que la police réouvre l'enquête suite au meurtre de sa fille quelques mois plus tôt. Et après, Diane Kruger, j'ai trouvé un peu In the Fed, j'ai trouvé un peu fade. C'est un peu dommage. D'accord, moi je vous en dirai rien parce que je l'ai pas vu. Mais par contre, j'ai une nouvelle, un scoop. Alors c'est rare les scoops de cette importance dans le culturel. Je l'ai mis dans le culturel parce que c'est de l'archéologie quand même. L'archéologie, c'est culturel. Non mais cramponnez-vous parce que il faut y croire, il faut l'écouter pour y croire. Les premiers kibbutz, vous entendez bien, datent de 180 000 ans, d'après des récentes fouilles archéologiques menées sur le mont Carmel. Non mais, c'est le scoop, les amanches. Et c'est un archéologue israélien, Israël Hershkovitch, de l'université de Tel Aviv, qui a conduit cette campagne miraculeuse de fouilles. Il n'était pas tout seul, il avait une équipe. Bon. Qu'il pourrait avantageusement poursuivre dans le sous-sol de la ville où se trouve son université, qui renferme les vestiges de 7 villages palestiniens détruits par l'État colonial israélien. Ils ont bâti Tel Aviv, leur capitale,
Voilà, sur les décombres et la mort et tout ce qu'ont vu, la misère et l'exil des habitants de 7 villages palestiniens. Voilà. Mais ce n'est probablement pas la priorité des archéologues de cette belle colonie de mettre au jour les bavures de leur mère protectrice. Voilà. Pour ce qui est du fragment de maxillaire supérieur gauche avec ses dents, c'est ce qu'ils ont trouvé sur le mont Carmel, le raffinement suprême, ce n'est pas celui d'un néandertalien foncé de peau, mais bien d'un sapiens, donc d'un blanc conforme aux critères de l'industrie cosmétique israélienne, voyez-vous, qui ne sera donc pas contrainte de choisir entre être reconduit à la frontière ou mis en cabane pour épiderme non autorisé à séjourner dans la patrie recouvrée des Juifs du monde entier. Pourquoi j'ai dit pas contrainte? Bon, c'est peut-être une... Bon, enfin, passons, c'est pas... Par rapport à cette espèce de nouvelle planétaire fantastique, alors je crie « Alléluia !» Alors que tous les grincheux qui sont révoltés par une soi-disant colonisation de la Palestine par des étrangers au long d'un retour dans la mère patrie donnée par Dieu, vous fermez vos caquets et vous vous rangez sur le bas-côté de la route de l'histoire. Et pif, dans le terrain. Je vous fais grâce de tous les détails de l'opération, des années de recherche croisées pour vérifier les dates et tout le tintouin. La science et nous, une longue histoire de mésentente chronique. Je veux dire nous, je parle de moi. Qui peut aussi s'appliquer à une foule d'autres sujets, d'où la véracité des faits fait intimement partie. Voyez-vous? Non mais vous réalisez ce que je viens de vous raconter là? Voilà, ça va probablement servir, si vous voulez, à ces gentils colonisateurs de la Palestine de base, voilà, pour appuyer, si vous voulez, leurs revendications légitimes sur la terre de Palestine. Voyez-vous, c'est un désert qu'ils ont occupé. Il n'y avait personne en Palestine en 1948, personne, ou avant même, parce que c'est pas de 1948 qu'ils ont commencé à s'installer là-bas. Et eux, ils ont fait reverdir ce désert. Et maintenant, récompense divine probablement, on découvre au mont Carmel la mâchoire supérieure gauche d'un Homo sapiens qui date de 180 000 ans, et avec ses dents. C'est un point qu'il est utile de préciser, parce qu'avec les dents, ils peuvent, avec l'analyse au carbone 14, dater tout ça précisément. Quoi qu'il y a quand même un petit bug là-dessus. Il y aurait peut-être une méprise de 50 000 ans, mais bon, qu'est-ce que c'est par rapport à 180 000 ? Et probablement aussi qu'il y avait déjà un mur du temple qui n'a jamais existé dans la réalité moderne, mais enfin un mur du temple, une grotte, une grotte où il y avait, si vous voulez, tout ce qu'il fallait. Voilà, c'était le temple, la grotte. Hein. Bon, il n'y a pas eu de traversée de la mer morte et tout ça, non, pas de la mer morte, qu'est-ce que je raconte, de la mer rouge. Non, pas tout ça. Bon, voilà, c'était mon petit blabla concernant le culturel. Et maintenant, on va faire... Ah bah non, maintenant c'est la pause musicale. Musique. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nos femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, asservis, humiliés, les femmes à
acheté, vendu, violé. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout. Oui, c'était la compagnie Jolie Môme, l'hymne des femmes.